Aujourd'hui, Semidi reçoit l'une des plus belles voix de la musique moderne ivoirienne. Né le 13 octobre 1993 à Anyama, une commune de la ville d'Abidjan, Max Mello, ou Oku Louis Ephrem de son vrai nom, est un artiste-chanteur. Ayant perdu la vue dès l'âge de 5 ans, Max se consolait dans la musique. C'est en 2006, à l'âge de 12 ans, quand il intègre l'Institut national pour la promotion des aveugles, que germe dans l'idée du gamin le rêve de devenir chanteur professionnel. Après son CEPE en 2010, il est orienté au lycée moderne de Yopougon-Ndokwa, où il obtient son bac littéraire. Mais pour une circonstance malheureuse, il décide de mettre un terme à ses études pour se consacrer exclusivement à la musique. Aujourd'hui, cet artiste au parcours atypique fait partie des valeurs sûres de la musique ivoirienne. Il nous raconte tout dans un instant sur le plateau de Semidi, l'histoire médicale qui lui a coûté la vue. Qui arrive au quotidien à plusieurs parmi vous. Nous en parlons aujourd'hui et particulièrement dans le cas de notre invité Max Mello. Max Mello, à l'âge de 5 ans, vous ressentiez des symptômes apparemment paludiques qui vont pousser vos parents à faire avec vous des allers-retours à l'hôpital. Et là, vous avez été victime d'un geste médical qui a été à l'origine d'une nécessité, dans un premier temps partielle et ensuite totale. On va revenir sur les détails de votre histoire. D'accord. Avant tout propos, je tenais à dire merci à l'équipe de Semidi pour l'opportunité que j'ai aujourd'hui de m'exprimer devant toute la nation. Pour commencer, il faut dire que moi, je suis né dans la commune d'Anyama, comme il a été dit. Et à l'âge de 5 ans, je vivais avec ma maman. J'ai commencé à ressentir des symptômes de palu. Toutefois, on partait dans les hôpitaux d'Anyama dans l'intention de traiter mon palu, comme on pensait que c'était le palu vraiment. Les médecins nous donnaient des calmants, mais on constatait que toujours ce mal demeurait, était toujours présent. Et c'était quoi ces symptômes? J'avais des fièvres fréquentes et puis des douleurs au niveau de la tête. Voilà. Et une nuit, vraiment, ça n'allait pas. Nous sommes allés à l'hôpital d'Anyama. Ils nous ont dit que je devais me rendre au CHU de Cocody dans l'intention de mieux traiter parce qu'on ne comprenait plus ce que je ressentais. Arrivé là-bas, le cas était tellement grave, on m'a envoyé en urgence pédiatrie. Et là-bas, je n'avais pas accès à mes parents. Puisque, bon, je ne sais pas si c'est comme ça se passe généralement en urgence, mais les parents n'avaient pas accès à la salle. Donc, toutefois que mes parents demandaient si ça va, les médecins leur disaient que oui, que je suis là, ça va, que je dors, qu'ils m'ont fait des injections, que je dors et tout ça. Au bout de 2 semaines à 3 semaines, on a constaté que le mal demeurait. Les médecins ont appelé mes parents, leur ont dit d'aller passer des radios. Nous sommes allés faire les radios et les résultats ont révélé que je souffrais de la rougeole. Voilà. Nous sommes revenus, ils ont garanti le traitement des yeux à l'hôpital, au CHU. Et on me faisait des injections de façon fréquente. Mais une dernière fois, on a eu une injection. À quelle partie de votre corps ces injections étaient appliquées? Franchement dit, comme j'étais petit, d'accord. Je ne peux pas dire à quelle partie de mon corps. Je vais poser la question parce que je me disais que vos parents vous avaient raconté plus tard l'histoire. Oui. Allez-y, je vous en prie, allez-y. Voilà. Donc, la dernière injection que j'ai reçue, quand on est rentré à la maison, il s'est trouvé que je n'ai pas dormi toute la nuit. Et le matin, ma maman se posait tellement de questions, elle a enlevé les bandes parce que à l'époque, on me mettait les bandes à cause des traitements que je suivais. On disait à mes parents de ne pas laisser les yeux à l'air libre pour éviter que le vent souffle. Sinon, le traitement n'allait pas prendre. Donc, le matin, la maman a enlevé les bandes. Elle regarde. Il se trouve que j'ai l'œil qui coule, l'œil droit qui coule. Et le noir est devenu... Le noir a carrément été abîmé. Voilà. Or, c'est le noir qui fait que l'homme arrive à voir. Donc, mon papa maintenant retourne à l'hôpital, fait appel à mon papa
tu retournes au CHU dans l'intention de voir celui-là même qui a fait l'injection la veille. On lui fait savoir qu'il n'est pas venu au travail. Le lendemain, il retourne, on lui dit qu'il n'est pas venu. Finalement, il explique le problème et personne ne veut dire le nom du médecin qui a fait l'injection la veille. Bon, avec le fait que mon papa était choqué, mes parents étaient choqués, on avait aussi des arriérés de loyer concernant la salle qu'on occupait. On devait payer. Mon papa a estimé que, vu le fait qu'on ne voulait pas dire le nom de la personne qui a fait l'injection, pour pouvoir détruire les yeux de son fils, donc lui aussi, il ne payait plus la salle. Parce que lui, il n'avait même pas les moyens même. Voilà. Il n'avait même pas les moyens pour payer la salle. Donc, eux aussi, ils ont bloqué tous mes papiers. Mes papiers sont restés là-bas. Moi, je ne connaissais pas l'histoire réelle. Quand j'ai commencé à grandir, je n'ai pas connu l'histoire. Jusqu'à ce que mon papa décède. Et c'est pendant que j'ai grandi, je suis allé voir ma maman et je lui ai demandé de bien m'expliquer l'histoire de mon problème. Dieu. Franchement, quand elle m'a expliqué, j'ai eu très mal parce que je me dis que rien n'a été fait pour revendiquer mes droits. Peut-être qu'en revendiquant mes droits, ça n'allait pas me permettre de voir, mais au moins ça allait permettre de sauver des vies. Et puis aussi peut-être que quelque chose allait être fait depuis mon bas âge. Oui, tout à fait. Voilà. Écoutez, d'accord. Donc de 5 à 12 ans, vous avez, suite à cette situation, continué à porter des bandes autour des yeux? Oui. Après la perte de vue, je portais des bandes. Je ne portais pas des lunettes à l'époque. C'est à 12 ans quand je devais commencer mon... Je ne sais pas s'il faut mentionner mon parcours scolaire. Oui, n'hésitez pas, parce Voilà. que vous n'êtes pas très tôt entré à l'école. Hein. Non, je ne suis pas vite allé à l'école parce que... Il y avait une raison? Oui. Oui. À la base, mon papa a négligé. Ça, il faut dire la vérité, mon papa a négligé. Et puis aussi, il n'avait pas l'information de l'existence d'une école pour les personnes handicapées. Mais je me dis que... Pourquoi j'ai dit il a négligé? Parce que je me dis qu'il pouvait chercher à s'informer. Voilà. Donc, c'est ma mère qui lui a mis la pression quand j'ai eu l'âge de 12 ans, en lui disant que mais, si lui qui est le plus grand, s'il ne va pas à l'école, son petit frère, s'il va à l'école, qu'est-ce qu'il faut que... S'il a cette rancune dans son cœur, comment son petit frère va pouvoir réussir? Vous connaissez un peu la mentalité africaine. Tout à fait. Ce qui a poussé mon papa maintenant à se renseigner. Et puis, on a eu écho de l'existence d'une école. Qui est l'Institut des aveugles Cisaillot-Pougon. Oui. Et en 2006, en 2006, à l'âge de 12 ans, c'est là que je rentre à l'Institut des aveugles. Et vous commencez par les classes de CP1. Oui, mais chose qui n'a pas été facile parce que j'avais du mal à supporter le fait que j'étais déjà un peu avancé en âge pour pouvoir venir faire CP1. Donc, je pleurais tout le temps. Vous étiez en souffrance psychologique, on va dire. Ouais, bon, si on peut le dire ainsi. Hein. Si on peut le dire ainsi. D'accord. Quel était votre rapport aux autres enfants de votre âge, de votre classe, de votre entourage? Quand j'ai perdu la vue, au quartier? Oui. Bon, quand j'ai perdu la vue, franchement dit, au départ, moi, j'étais un peu déboussolé parce que je me disais que j'étais le seul non-voyant au monde. Voilà, jusqu'à ce que mes amis du quartier commencent à s'habituer à moi. Mais par moment, quand il y avait les cours et que tous mes amis partaient à l'école, je me sentais seul. Toutefois que mes amis allaient à l'école, je me sentais seul. Sinon, quand ils sont à la maison, on s'amuse. Mais quand l'heure de l'école arrive, c'est là que je me rends compte que vraiment, je suis différent des autres. Mais... Et dans cette solitude, vous aviez une façon à vous de vous apaiser, de vous épanouir, de voyager, c'était la musique? C'était la musique. À la base, je mettais les boîtes de tomates au quartier. Et puis, je m'asseyais autour, je commençais à jouer. Je tapais, je jouais, je chantais. Les gens venaient me regarder. D'autres me donnaient des pièces, d'autres aussi pleuraient. D'autres aussi me disaient du courage et tout ça. Mais ils ne savaient pas que ça allait devenir un métier. Et tout ça, ça vous permettait de vous échapper de votre réalité, de votre quotidien? Oui, je ne sais pas s'il faut dire de la solitude ou bien le désespoir. D'accord. Oui, ouais, je veux savoir, concernant les boîtes de tomates que vous jouez à l'époque, vous l'avez appris ou bien c'est venu comme ça? Non, c'est inné. Comme ça, c'est venu et puis vous jouez? Oui, je savais jouer comme ça, je tapais. D'accord. D'accord. Alors, chose intéressante, c'est que ce handicap ne vous a pas empêché d'être très dévoué à l'école, à l'Institut des aveugles de Yopougon. Vous avez poursuivi
toutes les classes comme il se fallait jusqu'à obtenir un bac A2, c'est bien ça? Oui. En 2016. Durant tout ce parcours, vous avez, disons, développé votre passion parallèlement, Oui. parallèlement aux études. Vous avez rejoint en 2008 l'école de Marie-Rose Guiraud. Marie-Rose Guiraud, Voilà, par le bien défunte de légende. santé. Oui, d'accord. Allez-y, vous voulez dire un petit mot sur cette étape-là? Oui, oui. En fait, quand je suis arrivé à l'Institut, là-bas, il existait déjà un groupe musical qu'on appelait Destin de gloire. Et c'était un groupe de non-voyants, en fait, qui faisait la musique. Donc moi, j'ai intégré le groupe dans l'intention de perfectionner un peu plus ma manière de chanter. Donc en 2007, on a eu une production par une grande dame. Voilà, je ne sais pas si je peux dire son nom. Je peux? Allez-y, allez-y. C'est la femme de M. Jean-Luc Billon. D'accord. Qui avait produit le groupe à l'époque. Maintenant, bon, on était au nombre de 27. Après le groupe, c'est avec le groupe que je suis rentré à l'école de Marie-Rose Guiraud. Et de là-bas, le groupe a été cassé parce qu'il n'y avait plus de suivi. Et c'est là que moi, je suis entré. D'accord. Vous étiez dans ce groupe de 2007 à 2009. Et ensuite, en 2008, vous avez rejoint l'école de Marie-Rose Guiraud, où vous avez beaucoup appris aussi, en compagnie de grandes voix comme Santé. Oui, comme Santé. Là-bas, j'ai eu la chance de parler un peu avec la maman et Marie-Rose même. Ok. Voilà. Qu'est-ce que vous a laissé comme héritage, comme Vraiment impression? Beaucoup de conseils. Parce que quand on partait la voix, chaque fois qu'elle nous voyait, elle nous prenait comme ses petits-fils. Et puis, elle nous disait toujours de persévérer, qu'il ne faudrait pas qu'on se focalise sur notre handicap, qu'un jour, ça pourrait nous nourrir. Et voilà, on salue la mémoire de cette grande dame. Et on va se retrouver, mesdames et messieurs, pour poursuivre cette histoire qui est pleine d'émotions dans un petit moment, juste après le break commercial sur RTI 1. À tout de suite. Victime d'une erreur médicale à l'âge de 5 ans, Max Mello n'a plus retrouvé la vue jusqu'à aujourd'hui, jusqu'à ce jour. Il nous raconte son parcours, son adaptation sur le plateau de C'est Midi. Max Mello, merci d'être là. Avant la pub, vous nous disiez que vous aviez une passion pour la musique depuis l'enfance. C'était une sorte d'exutoire pour vous, de consolation personnelle, que vous avez pu finalement développer, transformer en passion professionnelle à travers votre fréquentation de l'Institut des aveugles. Vous avez rejoint un groupe musical, ensuite l'école de Marie-Rose Guiraud. Ce n'est pas tout, parce que dans la suite, vous avez appris à jouer de la percussion aussi en compagnie d'une autre formation musicale. Je crois que c'était en 2009. Vous avez rejoint un groupe de percussionnistes. Oui, en 2009, j'ai fait partie d'une formation de percussionniste. Là-bas, j'ai appris aussi à développer le jeu de la percussion jusqu'en 2010-2011. Voilà. Quand on est dans votre situation, c'est-à-dire où on n'arrive pas à voir la lumière, à voir les autres, et qu'on tente de poursuivre son rêve, est-ce qu'à l'intérieur de vous, comment les choses se passent psychologiquement, dans le cœur? Moi, je me dis que quand vous êtes seul? La première des choses qui me vient en tête, c'est que je dois doubler d'efforts 2 fois plus que les autres. Parce que celui qui voit, il est appelé à faire des efforts. Aujourd'hui, c'est vrai, je ne vois pas, mais j'entends plusieurs fois autour de moi qu'il y a des personnes qui voient et qui n'ont même pas cette chance de pouvoir se battre. Ou bien qui ont toutes les capacités de réussir, mais qui n'ont pas peut-être cette chance ou bien n'ont pas la force de se battre. Alors moi, je me dis que si moi, qui suis en manque de quelque chose que les autres ont, si je dois me battre, c'est que je dois doubler d'efforts, 2 fois plus. En 2013, vous étiez encore à l'école lorsque vous avez perdu votre père, avant d'obtenir votre bac en 2016. Est-ce que ça a affecté votre parcours, votre vie à un certain degré? Oui, parce que à la base, moi, mon père, et mon père n'est pas... Ma maman n'est pas la première femme à mon papa. Donc, quand je suis arrivé au collège, on ne pouvait pas fréquenter à l'Institut des aveugles. Il fallait aller dans les autres lycées des personnes voyantes. Et c'est ainsi que je suis arrivé au lycée moderne de Yopougon-Andokwa, où j'ai auto-orienté. Donc, étant au lycée, j'avais encore plus d'efforts à fournir. Parce qu'il fallait quitter le matin chaque fois aller au lycée. Ce qui n'était pas facile. Jusqu'en 2013, quand j'ai eu le BEPC où je devais passer en seconde, mon papa m'a dit
comme tu as eu le BPC, on va voir si l'année prochaine tu dois continuer. Or, c'était une manière pour lui de me dire au revoir. Donc, quand il est décédé, maman n'avait pas l'argent. Il fallait faire un effort pour pouvoir continuer les cours, ne pas abandonner. Là, j'ai dû quitter maintenant la famille. J'étais chez certains de mes camarades à Mosikro. Parce que si je restais à Niama auprès de la maman, je n'allais pas pouvoir vaquer à mes activités de musique. Puisqu'on sait tous qu'il faut sortir la nuit et tout ça. Donc, je sortais la nuit, je partais jouer, et puis le matin, je partais au lycée. Rien que pour pouvoir avoir l'argent sur moi, et puis aussi pouvoir aussi vaquer à mon activité que j'aime tant. Lorsque vous dites que vous alliez jouer les soirs ou les nuits, de façon pratique, qu'est-ce que vous faisiez? Vous allez interpréter des chansons, vous allez tambouriner Quand je partais jouer les soirs, parce que déjà en 2010, quand j'étais dans l'école de percussion, j'avais commencé déjà à enregistrer quelques petites maquettes, puisque le groupe sortait pour aller jouer. Donc quand on partait jouer les 10 000, les 15 000 que par moment on nous donnait, moi je cotisais pour aller enregistrer mes maquettes. Donc j'avais une ou deux maquettes que j'appelais à la base produit fini. Parce que voilà, pour moi c'était mon produit fini. Donc c'est ce que je partais jouer dans les maquis, chose qui n'était même pas facile, parce que quand on allait, on nous refusait. D'accord. Je me pose aussi une question. Quand vous allez à l'école, le chemin, vous le faisiez seul ou vous faisiez toujours accompagné par quelqu'un? Au début, je faisais le chemin avec quelqu'un. Maintenant, après, je me suis rendu compte que par moment, quand la personne avec qui je devais faire le chemin n'était pas présente, je me sentais mal parce que je ne pouvais pas aller. Donc, j'ai appris à braver maintenant la route, moi, seul. Wow. Et vous traversez seul la route ou vous demandez de l'aide? Bon, les grands feux, là où il y a les feux, là, je me fais aider. Mais les petites routes, là, je les traversais seul. J'écoute à gauche, j'écoute à droite. Si je n'entends pas de voiture, je m'engage. C'est formidable. Mais et même vos sorties nocturnes, quand vous sortez pour aller jouer dans les maquis, les bars, vous vous faisiez accompagner par quelqu'un? Oui, par un ami. Généralement, je me faisais accompagner par des amis qui étaient disponibles. Qui étaient dans le milieu aussi artistique? Non, pas forcément. Je n'étais pas dans le milieu artistique, mais c'était des gens qui le faisaient avec leur propre volonté. Okay. D'accord. Alors, Max Mello, en 2015, vous avez, disons, publié votre premier album, un album de 8 titres. Confirmation. Confirmation. Je ne sais pas si... On a un extrait musical, une petite vidéo qu'on va présenter au public. Vous allez écouter et nous dire un peu voilà, la petite histoire sur cette chanson. C'est parti. Aimer c'est bon, mais être aimé c'est encore mieux. Papa Auguste Olo, merci à toi pour la confiance. Désormais c'est Max Mello, l'étoile montante alias le roi Louis XIII. L'expérience fait la différence. J'aime bien Anita, elle est belle et élégante. Dans ma tête ça peut marcher, donc je me bats pour la convaincre. Mais pour elle c'est le contraire, elle se bat pour s'éloigner. Parce qu'elle dit je suis pas son genre, elle ne veut pas de moi. Elle adore les gars stylés, elle adore les gars qui ont le blé. Elle adore les gars fashion, elle m'a dit je suis pas de sa classe. Légendaire et Didier trop bas. Anita je t'en prie, Anita s'il te plaît, Anita Mikloa, Anita Jarabi. Waouh, magnifique. Quel talent. Max Mello, franchement, on est conquis. Hein. Incroyable ce que vous faites là avec votre voix, en mode rumba, c'est ça? Vous êtes un grand fan de Fally Ipupa? Ouais. C'est vraiment moi surtout. Il fait la rumba. Je l'adore. C'est de la rumba, ça. Alors, si on veut retrouver cette vidéo-là sur YouTube, qu'est-ce qu'il faut taper? C'est quoi le titre de cette chanson? Cette chanson, c'est Anita, Max Mello. Anita, Max Mello. Histoire vécue ou pas? Anita veut des mecs fashion. Non, moi, je n'ai pas vécu personnellement, mais je me suis mis dans la peau des personnes qui vivent cela. Ouais. Et vous les traduisez tellement bien. Hein. Ah, merci. Quel sens? Mais cette chanson, comme j'étais en train de le dire au départ, si je peux m'exprimer sur cette chanson. Oui, allez-y, je vous en prie. En fait, en 2015, l'album que j'ai réalisé est passé inaperçu. Voilà. Il est passé inaperçu parce qu'il n'y avait pas de soutien, il n'y avait pas de manque de moyens. Mais ce qu'on vient d'écouter présentement là, c'est un morceau
que j'ai réalisé cette année. Oui, et il y a une belle histoire Il y a une belle de histoire rencontre derrière, parce que en mars 2020, donc cette année, vous avez d'abord, tout a commencé par une vidéo que vous avez publiée sur les réseaux sociaux. Avant d'arriver en 2020, en 2019, j'ai dit à Dieu, j'ai trop souffert dans cette histoire de musique. J'ai du talent, c'est vrai. Mais tout ce que je fais, je n'ai pas de soutien. Quand je vais prendre le micro, les gens me donnent des billets qui me permettent de payer mon transport, mais je n'ai pas de soutien. Donc, si 2020, je n'ai pas quelqu'un pour m'aider, moi, j'abandonne la musique pour me concentrer sur mes études. Voilà. Et concernant les billets, moi, j'ai eu plusieurs fois à faire des spectacles avec lui sur scène. Max Melo, il a ce don de reconnaître les billets. Tu lui donnes 500, 1000 francs, 2000. Il a ça là ici. Quand vous lui donnez 10 000 francs, t'as la cour de ça là. Arrête. Mais c'est bon, c'est un don, c'est bon. Okay. Ce qu'il dit, vraiment, c'est pas faux. C'est pas faux, mais bon, comme c'est pas... C'est pas le plus important. D'accord. Alors, Max Melo, votre prière a été exaucée, disons, par le Seigneur. J'ai fait ma prière et en 2020, en janvier 2020, d'abord, j'ai fait la rencontre de l'artiste burkinabé Emilio Le Chanceux, que je salue au passage. Je lui dis merci aussi, qui vient en Côte d'Ivoire et qui décide de m'offrir un single. Mais lui me dit clairement, je ne peux pas être ton producteur, je ne peux pas te pousser loin parce que moi, je suis artiste. Mais je vais t'offrir un morceau pour te dire que je te soutiens. On le remercie énormément. C'était quoi le titre de cette chanson? C'était Chagrin d'amour. Chagrin d'amour. Ouais. Ouais. On fait le morceau, on enregistre le morceau, après le morceau sort. Malheureusement, le virus, cette pandémie arrive et puis tout est mort. Et ça vous casse un peu la communication autour de la chanson. Donc pendant le temps du coronavirus, j'étais là, je me suis dit, mais c'est une opportunité puisque actuellement toutes les stars sont confinées à Abidjan. C'est le temps de faire une vidéo. Peut-être que voilà, je peux avoir une personne de bonne volonté pour m'aider. Donc je fais la vidéo. Mon idée va sur Max Gradel. J'ai fait une vidéo. International ivoirien, Max Gradel. Oui, oui. Un père à moi que Dieu m'a pas donné dans le passé. C'est bien ça, cet esprit de reconnaissance. Oui. Alors, vous faites la vidéo, allez-y. J'ai fait la vidéo, je poste sur ma page, je donne à un ami qui a vraiment une connaissance avec First Magazine. Excusez-moi. Allez-y. Voilà, donc, First Magazine poste la vidéo et tout. Et puis... Essentiellement, dans la vidéo, qu'est-ce que vous dites? Je demandais de l'aide auprès de Max Gradel. Je lui disais que je ne voudrais pas qu'il vienne me donner de l'argent parce que je lui fais pitié, mais je voudrais qu'il vienne me donner ma chance afin de pouvoir relever le défi qui est de faire la musique. Ouais, super. Le discours est franchement trop bien formulé. Donc j'étais là et puis, quelques temps plus tard, je reçois un appel d'un vieux père, aussi que je ne peux pas oublier, qui est Ogui Solo. Ogui Solo que j'ai connu en 2018 au concert de Fally Ipupa, qui a fait vraiment beaucoup pour moi aussi. Donc, je rencontre Ogui Solo et je reçois l'appel d'Ogui Solo qui me dit « Oh petit, il y a Max Gradel qui est tombé sous le charme d'une vidéo que tu as faite, tu as partagée. Wow. » Donc, il me dit qu'il m'a parlé de ça, il m'a dit qu'il veut te croiser. Ouais. C'est un rêve qui se réalise là tout de suite. Oui. Qu'est-ce qui se passe? Vous explosez au téléphone ou Oh. Bon, à la base, quand je prends le téléphone, il me dit, je vais te passer quelqu'un. Et puis, il me passe Max Gradel. Il dit, petit, ça va? Je dis, oui, papa, ça va. Il me demande, tu sais c'est qui? Je dis, non. Il dit, Max Gradel. J'ai crié, en fait. J'ai crié parce que je ne pouvais pas imaginer. Donc là, il me dit, bon, parle avec... j'ai parlé de la vidéo que j'ai vue sur la page de First Magazine et autres, à ton vieux père Ogui Solo. Donc, voilà, prends rendez-vous avec lui, vous allez venir me voir. Et les choses se sont accélérées? Oui, les choses se sont accélérées. Finalement, qu'est-ce que Max Gradel vous a offert? Il continue de m'offrir. Il continue de vous offrir. C'est bien. La plus grande chose qu'il m'a offert, c'est qu'il m'a pris comme son fils, il m'a porté dans son cœur, sans même me connaître. Et il a décidé vraiment de faire de moi ce que j'ai toujours recherché. De vous donner les moyens de vivre votre passion. Franchement dit. D'accord. Et c'est grâce à lui que vous avez sorti cette vidéo-là, Anita? Oui. Très, très bien. On travaille dessus en un mois et demi. Et enfin, le truc il est disponible.
depuis la semaine passée. D'accord, Voilà. super. Alors franchement, mesdames et messieurs, on vous recommande cette chanson, cette vidéo Anita, signée par Max Mello. Allez voir aussi toutes les autres vidéos de ce jeune passionné que même le handicap n'arrête pas, tellement il a une vision claire de ce qu'il veut devenir. Et il ne se morfond pas du tout, au contraire, il croit en lui, il croit en son potentiel, il donne tout pour y arriver. La preuve, il a vu la pandémie du coronavirus comme une opportunité et non un moyen de multiplier les complaintes. En tout cas, c'est super. Alissa Rosena, vous avez une question? Moi, non, pas une question, plutôt des mots d'encouragement. Vous êtes un battant. Vous êtes un battant et le Seigneur vous bénisse parce que vous avez en vous que même les personnes qui sont dotées de toutes leurs facultés n'arrivent pas à avoir. Merci. Vous allez aller très loin, le Seigneur vous bénisse, qu'il vous accompagne, ne perdez jamais la foi. Merci. Beaucoup de succès à vous. Qu'il en soit ainsi, on va dire. 2015, un album de 8 titres, et puis à la suite des singles, un remix. Voilà, Philo l'a dit, quand quelqu'un... Quand Marie laisse maîtresse, c'est lui qui fait les trucs comme ça. Et le tout dernier en date. C'est l'occasion de remercier Mas Gradel également, hein, parce qu'il a Ouais. toujours été disponible quand on le sollicite. Moi, c'est pas la première C'est fois. un grand généreux. C'était un grand Oui. généreux. Oui. Si les autres pouvaient faire autant, On boitait le pas. Et je m'apprête à faire une vidéo. Il y a plusieurs footballeurs ivoiriens qui sont footballeurs engagés qui comme sont ça assez généreux, envers les ouais. autres, Oui. dans les activités sociales. Il y en a Pas aussi tout qui font qu'on pas. sait. Non, mais il y a des personnes qui font le Bon, on bien n'est pas là sans pour faire vouloir le que tout le concert, monde on le encourage ce sache. qui est bien. Bonne continuation. Merci beaucoup, Max, et Dans vous le tous sérieux. qui pensez à tendre une main aux personnes handicapées, comme c'est le cas de Max Mello ici. Max Mello, quelle est votre ambition pour les prochaines années? Je veux être la voix des sans-voix, Oh. l'ambassadeur de tous les handicapés ici en Afrique, Ah. même pourquoi pas dans le monde. D'accord. Un message pour tous ceux qui se retrouvent sans le vouloir, peut-être par la faute de quelqu'un d'autre, victimes d'une situation qui les met en handicap. Aujourd'hui, il faut dire que perdre la vue ou bien perdre un membre n'est pas une fatalité en soi. Effectivement. Alors, on se contente de ce que la vie nous donne. On n'a pas l'occasion d'avoir tout ce qu'on veut. Mais quand on est déjà avec une situation, il faut la surmonter. Il faut voir au-delà de ses forces. Moi, je veux demander à toute personne qui porte un handicap aujourd'hui de ne pas baisser les bras. Aujourd'hui, la personne handicapée n'a plus besoin de la pitié. C'est ça. La personne handicapée a plutôt besoin d'assistance et d'affection pour pouvoir se développer. Wow. On a beaucoup de compétences. On a besoin que les gens nous assistent et les gens nous accordent leur affection pour qu'on puisse déployer tout ce qu'on a en nous. Bien dit. Rien à ajouter après ces propos. En tout cas, Max Mello, merci beaucoup d'être venu. Merci de nous avoir montré votre hardiesse, votre courage. Si vous pouvez le faire, c'est que nous pouvons tous le faire et le faire encore beaucoup plus et voire beaucoup mieux. Bonne continuation à vous. Merci à tous, à celui qui vous aide, Max, et merci à tous les grands généreux. Vous me permettez, s'il vous plaît? Oui. Je ne pourrais terminer cette émission sans dire merci à toutes les personnes que je ne peux citer, que ce soit de près comme de loin, qui m'ont tendu la main à un moment donné de ma vie. Parce que si je veux citer, franchement, je ne pourrais pas quitter ici. C'est clair. Je risque de faire des frustrés. Alors, plusieurs personnes m'ont tendu la main, passant par mon papa Siandou Fofana, passant par plusieurs personnes. Vraiment, je dis merci à tout le monde. Et que Dieu bénisse leur famille. Que la nourriture ne manque jamais dans leur foyer. Amen. Merci Max Mello, que l'inspiration ne vous manque jamais pour nous offrir de belles chansons comme Anita. Allez, mesdames et messieurs, la deuxième partie de cette émission, juste après ça sur RTI1.